Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Ce sont des rencontres qui se veulent d'abord inspirantes. On rencontre des entrepreneurs qui ont des parcours exceptionnels, des succès ou des insuccès, mais chaque fois une histoire différente, une histoire qui est là pour vous inspirer, vous stimuler, vous donner des idées, vous encourager à poursuivre votre projet d'entrepreneuriat. Vous savez, Alias Entrepreneur existe parce qu'il y a un auditoire présent et dynamique. Alors, on a besoin de vous aujourd'hui. Avant que débute cette entrevue, prenez quelques instants pendant que je vous parle pour aller faire un abonnez-vous. Allez vous abonner à notre plateforme, à notre média, soit sur YouTube, Facebook ou là où vous regardez actuellement ce contenu ou écoutez actuellement ce contenu. Allez également commenter et partager. Donc, partagez votre commentaire. Ça aussi, ça nous aide beaucoup parce qu'évidemment, Alias a besoin d'un auditoire dynamique et présent pour pouvoir recruter des commanditaires et financer ainsi ses activités. Alors, on compte sur vous. Partagez, commentez, likez, mais surtout, abonnez-vous. Parlant de commanditaires, on en profite pour remercier la Banque nationale, partenaire depuis les tout débuts d'Alias Entrepreneur, ainsi que le réseau Mentorat, le CETEC, Centre du transfert des entreprises du Québec, ainsi que le ministère de l'Économie et de l'Innovation, sans qui tout ce projet n'aurait pas lieu. Alors, un grand merci à vous tous, chers commanditaires. Et maintenant, place à cette entrevue inspirante. Aujourd'hui, on a un invité qui a un parcours atypique comme entrepreneur. En fait, il a démarré sa carrière comme gestionnaire. Vous allez voir, un gestionnaire de haut niveau, une grande entreprise, plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires sous sa responsabilité. Et un jour, il a transféré cette expertise, cette expérience en projet entrepreneurial. Alors, il va nous parler de tout ça, il va nous parler de sa carrière, de ses visions, de ses acquisitions, de connaissances, d'expériences, ses grandes leçons et comment aujourd'hui il applique ça en entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, je vous présente Patrice Ouellette. Bonjour Serge, merci de m'inviter Serge, c'est vraiment gentil, puis très heureux de te parler, d'avoir cet échange-là ensemble. Avec grand plaisir Patrice, puis écoute, pour moi c'est le fun à travers des grandes discussions, de démontrer différentes façons, différents chemins dans l'entrepreneuriat. Puis le tien en est un aussi qu'on ne parle pas souvent, mais qui est celui là, des gestionnaires de haut niveau, là, des gens qui font leur carrière comme employés, entre guillemets, et qui un jour font le grand saut. On appelle toujours ça le grand saut, c'est pas toujours un grand saut, mais qui font le saut vers l'entrepreneuriat. Et comme ça représente aussi une grande partie des membres d'Alias Entrepreneur, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un gars avec ton profil et ton expérience. Alors, parlons-en de ton profil, ton expérience. Tu as commencé ta carrière dans le domaine automobile. Comment cette affaire-là? Écoute, Serge, je trouve ça intéressant de la façon dont tu positionnes ça parce que dans un CV, tu sais, il y a toujours des choses, des fois on dit, bon, je ne mettrai pas ça, c'est pas vraiment pertinent. Et ce qui apparaît pas dans mon CV, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui a adoré voyager, puis ça l'a vraiment, vraiment, Serge, teinté ma carrière. Puis si tu te rappelles, je suis peut-être dans les années 80, il y avait une émission à la télé qui s'appelait La course autour du monde. Ben oui, je m'en rappelle. Puis, écoute, j'écoutais ça, je tripais là-dessus, comme on dit, puis je voulais faire la course autour du monde. J'ai appliqué, on m'a pas pris. Fait que ce que j'ai décidé de faire, Serge, j'ai décidé de faire ma propre course autour du monde. Et ça a comme déclenché la fibre entrepreneur en moi parce que j'ai dû me trouver des commanditaires, préparer un voyage pendant 1 an. Et je suis parti pendant 1 an autour du monde. J'ai fait l'Europe, l'Asie, l'Australie, 2 mois. Écoute, j'ai rencontré... Patrice, tu as fait le tour du monde tout jeune. Tu avais quel âge? J'avais 22 ans. 22 ans. Et tu es inspiré par la course autour du monde. Dis-moi, est-ce que tu as fait des reportages vidéo de ton voyage? Oui, ben écoute, j'étais commandité par la radio, la station de radio CHLN de Trois-Rivières. Okay. Puis je faisais des reportages à tous les 2 semaines. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'Internet. Fait que j'appelais pour que ce soit à 7 heures le matin, donc quand les gens allaient au travail, sur l'heure du matin. Donc, je faisais des reportages à peu près une dizaine de minutes de l'endroit où j'étais. J'en ai fait de Rome, du Vatican, dans une boîte téléphonique. L'Indonésie. Écoute, j'en ai fait partout sur la planète. À toutes les 2 semaines, j'étais parti pratiquement 1 an. Donc, la radio était un de mes commanditaires. Puis j'avais un magasin de plein air également de Trois-Rivières qui était un de mes commanditaires, Serge. Puis pourquoi que quand tu parles d'entrepreneuriat, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, je faisais du pouce. Imagine, je me fais ramasser, c'est le cas de le dire.
par le propriétaire d'une entreprise de plein air qui s'appelle MacPac Wilderness, qui était l'équivalent de North Face à l'époque. Donc, des produits très, très haut de gamme. Et puis, il pensait, le propriétaire, à rentrer en Amérique. Il n'était pas encore rentré, il était très fort en Europe, mais il n'était pas rentré en Amérique. Donc, quand je suis revenu, j'ai donné ça à Yves Zara, qui était le propriétaire de l'équipe Zara, qui était le magasin Trois-Rivières. Et puis, c'est tombé, comme on dit, entre deux chaises. Et puis, quand j'ai vu que ça avancerait pas le dossier, ben, j'ai pris le téléphone, j'ai rappelé M. McIntyre, le propriétaire en Nouvelle-Zélande. J'ai dit, écoute, moi, je suis prêt à prendre ta distribution. Alors, j'ai commencé mon parcours d'entrepreneuriat à ce moment-là. Donc, je suis devenu distributeur pour la marque MacPac Wilderness au Canada. Donc, des fois, ça nous amène, on fait des grands détours parfois, Serge, pour arriver à bâtir notre fibre, bâtir notre confiance. Hein? Ben, effectivement, effectivement. Puis, écoute, je ne savais pas ça de ton parcours. Puis, dis-moi, ça a duré combien de temps? Puis, ça t'a mené où? Ça a duré 2 ans. Évidemment, écoute, j'étais très jeune. Ça l'a développé chez moi énormément, tout le côté administration. C'est pour ça que j'ai fait un MBA par la suite. Et on était comme, à l'époque, le marché du plein air était pas encore centré sur le très haut de gamme. Si on se rappelle, à l'époque, North Face commençait à prendre à monter. Aujourd'hui, North Face, c'est un brand. À l'époque, c'était une marque de plein air pour les maniaques, puis ça commençait à prendre du volume. Donc, on a fait ça 2 ans. On n'avait pas de rentabilité, mais j'avais adoré ça. Puis, on était un peu, beaucoup de guerrilla marketing, comme on dit. On était sur le terrain. On rencontrait les gens dans les boutiques de plein air spécialisées. Donc, beaucoup de travail, beaucoup de route. Pour arriver en bout de ligne, il n'y avait pas de rentabilité, pas assez de volume pour être rentable, mais en même temps, une méchante expérience de vie que je suis allé me chercher à ce moment-là. Ah ouais, puis tu t'as dit 2 fois pas de rentabilité, puis c'est un peu normal quand tu y penses rétrospectivement. C'est une marque qui s'établit dans un grand territoire comme l'Amérique du Nord. Ça prend plus que 2 ans à établir. Fait que c'est certain que les premières années, c'est de l'investissement, puis ça se récolte au fur et à mesure. Donc, sur le long terme, là, les fruits de ce genre de développement-là. Alors, c'est normal qu'après 2 ans, c'était pas encore très rentable. Ouais. Mais Patrice, le jeune Patrice, après 2 ans d'expérience là-dedans, décide de changer. Et quel est le prochain saut? Prochain saut, je suis allé faire ma maîtrise en administration. J'avais vraiment trouvé la piqûre, puis je trouvais que tout ce qui est business, ça rejoignait bien. C'est pour ça que c'est vraiment important de se connaître comme entrepreneur. Le côté un peu artiste en moi, le gars qui a fait qui aimait faire la course autour du monde, si on peut dire, des reportages, la photo, tout l'aspect communication, puis l'aspect également un peu plus rationnel, OK? Comment est-ce qu'on attache un modèle financier derrière ça? Comment est-ce qu'on va mobiliser les ressources? Donc, je trouvais que le MBA me permettait de prendre ce que j'aimais, ce qui me passionnait, puis le mettre dans une capsule ensemble. Donc, je suis allé faire mon MBA et en faisant ma maîtrise d'administration, pour financer tout ça, je vendais des autos. D'où j'arrive à l'automobile. C'est comme ça que j'ai commencé, en vendant des autos, des Pontiac Buick à l'époque, début des années 90, chez Giguère Pontiac Buick à Québec. Et puis, on vendait des autos, puis on a pogné vraiment la piqûre pour l'industrie. Avant d'aller plus loin dans le secteur automobile, je suis content que tu aies parlé du MBA parce que c'est une question souvent que les entrepreneurs se posent. C'est-tu important d'aller à l'école? Est-ce que tu avais un diplôme universitaire avant l'MBA? Oui. En quoi? Quel domaine? J'ai fait 1 an en génie, puis j'ai fait 3 ans en psychologie. OK. Donc, tu vois, j'en parle parce que souvent, les gens nous posent la question, tu sais, comme entrepreneur, c'est quoi le parcours éducationnel que je devrais suivre ou comme parent, c'est quoi mon fils, ma fille, la fibre entrepreneuriale, est-ce que je dois l'envoyer à l'université, dans quelle matière, dans quel secteur? Hein? C'est intéressant parce que je parle avec beaucoup d'entrepreneurs et il n'y a pas de standard. Il y a des gens qui sont des drop-out, il y a des gens qui... En fait, il y a beaucoup de gens qui sont des drop-out, qui ne sont pas allés jusqu'à la diplomation universitaire. Ils ont lâché bien avant ça, souvent même avant le secondaire, pas avant le secondaire, mais avant le cégep. Alors, toi, tu es une belle démonstration encore une fois, là, tu sais, un bac en psycho avec une année en génie, ça n'a rien à voir vraiment avec les affaires. Puis après ça, boum, un MBA. Et est-ce que le MBA était requis, tu penses, pour avoir du succès plus tard en affaires ou le MBA a été vraiment une bonne carte pour être capable de bien comprendre la gestion? Parce que la gestion puis l'entrepreneuriat, il y a comme 2 mondes. Hein. Tu sais, la gestion, c'est une chose. L'entrepreneuriat, ça inclut de la gestion, puis ça inclut d'autres éléments qu'on ne voit pas nécessairement en gestion. Là.
Tu as tellement raison, Serge. Tu sais, je suis un peu de la même école que toi, Serge. Moi, je crois pas qu'il y a une ligne directrice puis il y a une recette qu'il faut que tu suives. Il y a des grands thèmes. Tu sais, je pense qu'il faut que tu aies de l'ouverture, il faut que tu sois toujours en train de te développer, il faut que tu aies vraiment une grande curiosité si tu veux réussir à long terme. Tu sais. Mais moi, je regarde mon MBA, dans le fond, je dirais que ça m'a, dans l'industrie automobile, qui est à la base une industrie purement d'entrepreneurs, hein, quand on regarde l'automobile au Québec, le petit garage du coin qui finalement est devenu un concessionnaire avec une pancarte, un franchisé, puis etc., etc. La plupart, 95% des propriétaires de concessions ont un secondaire 5 ou pas de secondaire 5. Donc, c'est des vrais entrepreneurs, des vendeurs de chars, comme on dit. Hein? Donc, c'est des gens qui ont eu la fibre, qui ont eu cette capacité-là à faire grandir leur entreprise sans trop savoir, sans trop comprendre qu'est-ce qui fait la croissance. Ils regardaient une chose, combien de taux j'ai vendu. Mais pour le reste, donc c'est une industrie qui était, je dirais, en manque d'éducation, une industrie aussi qui est de plus en plus compétitive. Donc, mon diplôme, je te dirais, Serge, dans la deuxième partie de ma carrière dans l'automobile, m'a aidé vraiment à aller à plus haut niveau. Parce que quand tu arrives avec les manufacturiers automobiles, tout ça, où tu as beaucoup de gens très éduqués, ben c'est sûr que ça va te donner un edge, si on peut dire, peut-être un peu plus articulé. Moi, j'aime réduire ou peut-être résumer, pas réduire. J'aime résumer le rôle de l'éducation académique dans le rôle de l'entrepreneuriat dans presque une quasi-condition pour créer une grande entreprise. Je dirais qu'à la base, tu n'en as pas besoin pour partir une business. Tu n'as pas besoin d'un MBA pour partir une business. Tu n'as pas besoin d'un bac en entrepreneuriat pour partir une business. N'importe qui peut partir une business. Maintenant, ceci étant dit, n'importe qui peut partir une business. Ça ne veut pas dire que n'importe qui peut durer en affaires. La partir, c'est une chose. La faire durer, c'est autre chose. Puis, tu as souligné quelque chose de très important, à mon avis, c'est la soif d'apprendre. Chez l'entrepreneur qui réussit et qui perdure dans le temps, c'est l'entrepreneur qui reconnaît presque toute sa vie qu'il a encore à apprendre. Moi, je lève la main, je dis j'apprends tous les semaines, je vais apprendre encore aujourd'hui avec toi. Donc, j'apprends chaque fois que je suis en contact avec un nouveau bouquin d'affaires, à chaque fois que je suis en contact avec un autre entrepreneur que je ne connais pas, à chaque fois, j'apprends d'autres choses. Alors, cette façon d'aborder la vie chez les entrepreneurs, je dirais, c'est la clé de la persévérance ou de la durée dans le temps des entrepreneurs. Donc, ce n'est pas le diplôme qui est la garantie, mais l'attitude d'avoir envie d'apprendre constamment. Et évidemment, si tu as fait un MBA, ben, c'est clair qu'il y a bien des éléments que tu vas avoir appris à travers ton parcours académique qui vont te servir dans le développement de ta business, qui ne sont pas des prérequis pour partir, mais définitivement des prérequis, ou pas des prérequis, des conditions pour durer. C'est ce besoin d'apprendre continuellement chez les entrepreneurs. Partage ça toi aussi? Absolument, Serge. Le désir d'apprendre, pour moi, ça fait derrière ça, moi, je pense qu'il y a de l'humilité. Parce que quand tu veux toujours apprendre, c'est que tu reconnais que tu connais pas tout. Donc, tu veux apprendre et quand tu apprends, tu es toujours en mode, tu sais, curiosité. Ben, tu reconnais qu'il y a toujours un prochain niveau. Donc, à la base, ça prend de l'humilité. Et moi, je crois, en tout cas, c'est une des choses que je retire de toutes ces années-là, Serge, c'est que l'humilité, pour moi, c'est une des grandes clés du succès. Et je crois encore beaucoup plus aujourd'hui dans une industrie où on est en pénurie de main-d'œuvre. C'est difficile d'avoir de la main-d'œuvre, c'est difficile de la garder aussi. J'avais dit, tu ne trouves pas ça paradoxal de parler d'humilité alors que le stéréotype de l'entrepreneur à succès, c'est un gros ego, très confiant, très sûr de lui, qui sont généralement des attributs qui sont à l'opposé de l'humilité. L'humilité, on a tendance à être humble comme des gens presque effacés, des gens qui n'attirent pas l'attention, des gens qui envoient le spot sur les autres. Alors, ça, c'est l'image qu'on se fait des gens humbles. Alors, tu ne trouves pas ça un peu paradoxal de dire que l'humilité, c'est la qualité des grands entrepreneurs? Ben, écoute, Serge, je vois ça un peu, puis tu as dit le bon mot, je pense stéréotype. Stéréotype de l'entrepreneur, souvent, c'est ce qu'on appelle un profil rouge, le défonceur de porte un peu. Ça, c'en est un. C'est souvent celui-là qu'on voit en premier. Comme on peut voir le stéréotype de celui qui est un, mais à quelque part, entre les deux extrêmes, il y a quelqu'un qui s'appelle vous, qui on est.
et c'est d'être qui on est. Si vous êtes du type très, très, très extroverti, ça va. Mais en même temps, moi, quand je dis humilité, Serge, je dis beaucoup être à l'écoute de. Être à l'écoute des autres, je crois aujourd'hui, c'est une qualité fondamentale pour réussir, d'être à l'écoute de ton personnel. Et être à l'écoute, ça veut pas juste dire écouter quand on te parle, ça veut dire être capable de ressentir ce que ton équipe sent. Ton équipe a besoin de quoi? Est-ce que tu es en train de perdre une partie de ton équipe et tu t'en rends compte, mais il est trop tard. Quand tu te revires de bord, tu es tout seul en train de monter l'Everest. Ça, pour moi, ça fait partie des entrepreneurs qui, à long terme, je dis bien à long terme, vont réussir à bâtir des équipes gagnantes. Ouais. J'aime ça me rappeler, moi, que l'humilité, c'est comme, dans le mot humilité, on parle de humain, tu sais, ça commence avec les mêmes trois lettres. Et pour moi, l'humilité, c'est de reconnaître qu'on est tous des humains. Donc, l'inverse, quand tu n'as pas d'humilité et que tu as juste de l'ego, ben, tu as l'impression que tu es un surhumain, que tu es meilleur que tous les autres humains. Donc, tu n'es pas un humain comme les autres. C'est ça, l'ego atrophié, là, tu sais, l'ego qui prend trop de place, alors que l'humilité, c'est de se rappeler qu'on est tous des humains, qu'on est d'abord soi-même un humain dans un monde d'humains. Et ça, je pense, c'est la prise de conscience fondamentale des leaders qui ont du succès long terme. Alors, parlons de ton expérience en concession automobile. Donc, tu es arrivé vendeur de char, ou tu as commencé comme vendeur de char ou carrément comme gestionnaire d'une concession? Non, j'ai commencé comme, écoute, à l'époque, j'ai eu quelques contrats avec des manufacturiers automobiles, Land Rover, Jaguar, des opérations canadiennes. Donc, j'avais établi un bon réseau avec différents manufacturiers, American Honda aux États-Unis aussi, Honda Canada ici au Canada. Et Serge, qui a fait que je me suis ramassé, si on peut dire, entre guillemets, en charge d'opérations canadiennes pour un groupe japonais, ben, c'est en 2005. J'étais beaucoup avec American Honda à l'époque, puis Honda Canada, j'étais constamment parti. Puis en 2005, on avait 3 jeunes enfants. Alexandre avait 4 ans, Olivia 3 ans, puis Andrew 1 an. 3 jeunes enfants. Cette année-là, on avait décidé qu'on se mariait à l'automne. On avait acheté la maison de nos rêves, les finances allaient bien, ma carrière allait vraiment bien comme consultant. Puis, je suis arrivé à la maison en mai. Ma conjointe était assise dans les marches d'escalier avec les 3 enfants, conjointe anglophone. Elle m'a dit « That's enough. Game over. » Et cette journée-là, Serge, là, ça a été, j'en parle, je la raconte souvent, cette histoire-là, parce que je pense que c'est un peu l'histoire de beaucoup de gens. Comment est-ce qu'on arrive quand on est très, très, très ambitieux, puis qu'on a ce côté-là un peu entrepreneur, puis on veut se réaliser aussi financièrement, on va avoir la reconnaissance des autres. Souvent, quand on commence, on court un peu après tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à calibrer tout ça? Avoir une famille, c'était un de mes objectifs, mais pas avoir 3 mariages avec ça, pas avoir 3 blondes. Mais est-ce qu'on arrive? Puis pour moi, 2005, ça a été ça. Ça a été comme, OK, je fais quoi là? Là, je suis devant un choix, là. C'est ma carrière ou c'est ma famille? Et à l'époque, Serge, là, j'avais pas la maturité pour mettre un autre mot entre les deux. C'était où? C'était ma carrière ou ma famille? Mais c'est possible d'avoir sa carrière et sa famille. Et depuis 2005, c'est ce qui m'a amené d'ailleurs, j'ai pris la décision de laisser de côté ces gros contrats-là que j'avais pour m'en aller en charge d'opérations de concessionnaire. Je devais mettre le voyage de côté parce que ça voulait dire la stabilité aussi. Puis depuis que je suis jeune, que j'aime voyager. Donc, c'était une décision difficile, mais en même temps, c'est ça, calibrer sa vie, hein? Ben ouais. Et je suis arrivé, écoute, à Québec, dans un concessionnaire, et puis 6 mois après, le concessionnaire était à vendre. 6 mois plus tard, il a été vendu à un groupe japonais qui investissait au Canada. Alors, c'est de cette façon-là que je suis devenu en charge des opérations canadiennes. On avait différentes marques dans ça, du Toyota, du Honda, du Lexus, du Kia. Donc, beaucoup de marques, beaucoup d'employés. Au Québec, en Ontario principalement, donc avoir à gérer aussi avec tout le multiculturalisme d'une ville comme Toronto. Dans une de nos concessions, là-bas, on parlait 24 langues. Là. Fait que tu motives pas les gens, puis tu vas pas chercher tes objectifs de la même façon que dans une société, si on peut dire, plus homogène, une ville comme Québec, qui est quand même très, très homogène,
où on parle tout à peu près le même langage, on se comprend tout dans le non-verbal, et là, tu arrives d'un autre territoire, dans une zone totale d'inconfort. Ça a été vraiment des années hyper motivantes et de gros apprentissages aussi. Et en quoi consistaient tes opérations là, pendant ces années-là? Est-ce que tu es capable de refaire un portrait, mettons, en 2-3 phases, ou tu as eu la même responsabilité qui a simplement pris plus d'ampleur avec les années? Ben, dans le fond, Serge, il a fallu les directeurs généraux, si tu veux, se rapporter à moi. Ça a été, écoute, certaines concessions étaient rentables, certaines perdaient de l'argent, de la grosse argent. Donc, c'était de bâtir un plan financier, faire approuver ça par la haute direction, puis après ça, attacher les ressources qui vont après ça. Rencontrer les manufacturiers, parce que tu fais pas ça seul. Hein. Faut jamais perdre de vue qu'un concessionnaire automobile, c'est à la base un franchisé aussi. Mm-hmm. Donc, il y a un contrat de franchise. Donc, il faut avoir l'approvisionnement en auto pour avoir l'agressivité d'aller au marché. Parce que t'as beau être agressif au marché, puis vouloir faire du volume, si t'es pas approvisionné, ça reste un beau rêve, tout ça. Donc, c'était toute une école d'arriver. Quand je parlais d'humilité, Serge, au début, c'est que j'ai fait carrière dans une industrie où le niveau d'éducation, il faut le dire, n'est pas très élevé. Fait que quand tu arrives avec tes grands termes, puis tes grands termes de marketing, puis tout ça, ça fonctionne pas, ça marche pas. Les gens décrochent très vite. Fait que le fait que j'ai commencé à la base, puis j'ai monté, tu sais, j'ai vendu des autos, tout ça, je pense que ça m'a aidé énormément à parler ce langage-là, puis doucement aller chercher la confiance des gens, parce que ça passe presque toujours par ça. Je te dirais, je t'écoute, puis j'ai envie de te demander quels sont mettons, ces 2-3 apprentissages clés que tu es allé chercher dans cette carrière là, aux opérations dans le domaine automobile? Je te dirais, ça prend... Tu as beaucoup de monde, là, Patrice. Tu avais beaucoup de gens avec des grandes responsabilités sous ta charge. Alors, c'est quoi ces 3 éléments clés-là là, que tu retiens? Là? Tu sais, si j'étais ton fils, là, puis je te demandais tes 3 meilleurs conseils parce que je marche dans tes pas, là, puis je m'en vais travailler pour un grand industriel international. Okay? Moi, je dirais, là, vite comme ça, les 3, ça te prend, faut que tu sois bien entouré. Faut que ta garde rapprochée, autant que possible, que tu les aies choisis et que tu détectes vite leurs grandes forces, que j'appelle, moi, leur super pouvoir. Si tu es capable d'avoir une équipe autour de toi qui ont des super pouvoirs, moi, mon rôle, c'était quoi? C'était d'amplifier le super pouvoir des gens qui étaient autour de moi, des directeurs généraux. Et si je les mettais dans leur zone de super pouvoir, puis que je m'assurais que leur zone, leurs angles morts, leurs faiblesses étaient bien comblés, ça faisait des business qui grandissaient beaucoup plus vite. People first, hein, les gens premiers. Deuxième, process. Ça te prend des bons processus. Il faut que tu sois, j'appelle ça, moi, la discipline opérationnelle. Il faut que tu aies des processus orientés clients, et il faut que tu sois très strict sur l'application de tes processus. Et parfois, c'est pas facile. Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est toutes les fois que tu embauches des gens qui connaissent rien dans ton industrie, quand tu as des bons processus, c'est beaucoup plus facile l'intégration des gens. Donc, avoir des bonnes personnes, des processus documentés. Puis qui sont toujours en amélioration continue, le Kaizen, hein, mentalité japonaise de Toyota. Et le 3e, donc people, process, puis quoi d'autre? Cash flow. Cash flow, l'argent. Cash flow. Si t'as pas ces 3-là, tu vas avoir de la misère ou tu vas avoir énormément d'anxiété. S'il y a un des 3 que tu n'as pas là, ton niveau d'anxiété comme dirigeant va toujours être très élevé. Tu vas mal dormir, tu vas peut-être prendre un petit verre de trop le soir parce que tu veux t'engourdir. Tu vas avoir tous ces symptômes-là que moi-même, j'ai dû faire attention à tout ça. C'était une période dans ma vie quand j'ai commencé, Serge, puis j'étais en train d'établir l'équipe. Puis au début, ben, tu y vas un peu aussi par intuition un peu. Puis en même temps, tu te rends compte que, bon, ça te sert bien, mais il y a des périodes dans ça où tu as des périodes de doute aussi. Des fois, c'est là que tu vas tomber un peu dans les pièges de l'ambition. Hein?
un peu trop de consommation. J'ai jamais touché à de la drogue, j'ai jamais été là. Mais tu sais, les soupers, souvent, plus tu montes dans l'échelle, plus tu as des soupers, avec des gros clients, avec des manufacturiers. Fait que c'est facile de tomber dans l'excès. Fait que rester centré, Serge, sur sa santé mentale et sa santé physique, pour moi, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé. Et vraiment, parce que j'ai toujours eu quand même une bonne discipline de vie. Et les moments où j'ai dérapé un peu, d'avoir été capable de me ramener à l'ordre par moi-même et pas arriver face au mur. Tu sais, puis, comme on le voit souvent, hein, tu sais, on magane, si on peut dire, excuse-moi l'expression, Serge, mais c'est soit nos relations ou soit notre santé. Quand on est entrepreneur, c'est ces deux piliers-là qui vont nous faire frapper le mur. Ça arrive pratiquement toujours par là. Fait que tu connais du succès, tu as de l'abondance qui vient avec ça, tu as de la reconnaissance qui vient avec ça, et ça, c'est une drogue qui est excessivement forte. Et on peut devenir dépendant rapidement. Parce que là, moi, dans mon industrie, Serge, je suis super connu. En dehors de mon industrie, personne ne me connaît. Mais dans mon industrie, j'étais connu. Sans dire, tu sais, je me rappelle pas qui disait, dans mon industrie, j'étais une rockstar, dans le bon sens du terme. C'est que j'ai eu comme, si tu veux, les affinités, puis le talent, puis le jugement pour bâtir des bonnes équipes. Puis j'ai misé énormément, Serge, sur le coaching. J'ai passé énormément de temps en coaching parce que pour moi, c'était une activité stratégique. Je devais mettre du temps là-dessus. C'était jamais urgent, coacher les gens. Jamais. Mais c'était drôlement important. Et plus je faisais l'urgence, plus l'urgence contrôlait ma journée, moins j'avais le temps de les coacher. Donc, j'ai misé beaucoup sur eux et ça m'a permis d'avoir une belle carrière, mais surtout d'avoir des gens encore, parce que je suis sorti de l'industrie dans l'ancien rôle que j'avais, mais j'ai encore tellement de gens qui m'appellent, des gens que j'ai congédiés, parce qu'ils ont passé de thin red line, comme on dit, ils ont dépassé la ligne rouge, qu'il faut pas. Aujourd'hui, la ligne rouge est pas mal plus stricte qu'elle était avant. Oui, elle est rouge foncé, puis rouge bien drette, hein? Puis elle est assez large, la ligne rouge. C'est plus une ligne, là. C'est une ligne double, hein, aujourd'hui, la ligne rouge, quand on regarde tout ce qui se passe dans la société. Il y a des choses que j'ai acceptées, moi, Serge, à l'époque. Prenons des choses concrètes, des jokes qu'on va faire. Le monde connaît un peu l'automobile ou le milieu de la construction, hein, c'est des milieux d'hommes, milieu un peu où il se dit toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, je pourrais pas accepter ça. À l'époque, ça faisait partie, parfois, il y avait comme, on avait un petit peu plus de souplesse. Aujourd'hui, tu peux plus. Ouais. Donc, il faut évoluer comme gestionnaire aussi. Ouais. Le monde change et dans ce cas-là, dans ce cas précis-là, c'est pour le mieux. Tu sais, il y a bien des choses qu'on regarde en arrière et on se dit on peut pas croire qu'on faisait ce genre de blague ou qu'on pouvait se permettre ce genre de commentaires. Ça n'a comme pas de bon sens. Alors, bien tant mieux qu'aujourd'hui, la ligne rouge est plus large et empêche ce genre de débordement parce que ça profite à tout le monde aussi. Là. Tu sais, ça fait du bien à tout le monde. C'est un peu plus de respect et un peu plus d'inclusion un peu partout dans notre quotidien professionnel. Ceci étant dit, ça n'empêche pas que des fois, ça va trop loin, ça aussi. Puis ça, c'est un autre sujet d'entrevue. Parle-moi un peu là, de cette fin de carrière. Ça a l'air de quoi, cette fin de carrière? La fin de ta carrière dans ce domaine-là, ça a l'air de quoi? Tu gères quoi? C'est quoi comme opération? Donc, on a un peu d'idée du bagage d'expérience depuis. Ouais. Écoute, quand j'ai pris en charge, c'est drôle, c'est parce que quand on est entrepreneur, moi, je trouve ça important. Moi, j'avais un rêve, c'était de faire 1 million de chiffre d'affaires par employé. Et quand j'ai pris en charge les opérations, c'était mon target. Parce que c'était KPI-là, à l'époque, dans l'industrie, personne ne l'avait fait. On était à peu près à 750 000. Fait qu'aller chercher 250 000 de plus par employé, ça veut dire que ça te prend une bonne personne. Faut que tu investisses en formation. Faut que tes KPI soient très, très clairs, les bons. Pas une tonne, très peu de KPI, mais les bons, puis ils soient communiqués quotidiennement. Puis quand tu as ça en marche, moi, c'est ça qui, tu sais, j'appelle ça gagner à Coupe Stanley avec son équipe, là. Quand tu sens, là, que l'équipe se mobilise, puis là, tu vois tes indicateurs, ça monte, puis ça monte, puis ça se fait pas 1 an, ça, là. Ça a pris 5 ans. Puis pendant ce temps-là, on a investi beaucoup aussi avec nos ressources humaines. On était pendant 5 ans parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada. Ça aussi, c'était des grandes leçons parce que tu te fais dire à chaque année que t'es pas beau, puis t'es pas fin, puis
puis tu communiques jamais assez. C'est des grandes leçons d'humilité embarquées dans ce genre de processus-là, puis c'est pas fait pour tout le monde. Parce que des fois, ça vient te chercher dans tes profondeurs. Tu as juste le goût de réagir. Coudon, vous êtes jamais heureux. Mais c'est pas ça. C'est pas une démarche que tu prends comme ça, c'est pas dans cette direction-là. Fait que, tout ça pour dire que c'est un peu aller chercher mon objectif. Puis quand on l'a atteint, j'ai comme senti en dedans de moi, Serge, qu'il y avait une autre étape. Écoute, c'est il y a 4 ans, 2018, j'avais 53 ans. Puis je me disais en dedans de moi, au niveau où je suis rendu, si je fais pas ce changement-là, maintenant, je le ferai jamais. Parce que je maîtrisais ce que je fais, mon art, comme je dis. J'étais reconnu dans mon industrie. Financièrement, on s'entend, quand tu es à ce niveau-là, c'est des conditions quand même que tu peux difficilement avoir. Tu sais, c'est pas évident d'aller rechercher ça. Puis, je me rappelle en octobre 2018, quand j'ai pris la décision de quitter pour aller réaliser un autre défi. Et c'était un lundi, Serge, je me rappelle pas la date, je me rappelle c'était un lundi d'octobre. Puis le soir au souper, j'avais demandé que les 3 enfants soient là pour leur annoncer. Et je raconte ça souvent, puis je vis toujours un peu la chair de poule ou le frisson. Puis je me rappelle, ma fille m'avait dit, quand je lui avais dit, papa il a décidé de quitter son poste comme vice-président, chef de l'exploitation, tout ça. Puis ma fille, elle m'a répondu, tu sais, une jeune fille, m'a dit, papa, elle dit, quand le monde va me demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, elle dit, je vais lui dire quoi? Et là, c'est comme ça m'avait planté un couteau dans le cœur. Je me disais, parce que souvent, moi, ça a été ma plus grande leçon, Serge, quand j'ai quitté. Comment est-ce que notre identité est reliée à ce qu'on fait? Ben ouais. Et c'est pour ça que je reviens beaucoup à l'humilité. Je me suis rendu compte qu'une semaine après, là, mon téléphone ne sonnait plus. J'étais plus là, le Patrice qui avait un titre. J'étais qui je suis. Donc, je suis reparti un peu à la découverte de qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais, parce que j'étais fort dans mon identité, dans mon poste. Comme entrepreneur, je pense que c'est important de toujours rester connecté. Le titre que tu as, il t'appartient pas. C'est un peu à l'entreprise, c'est un rôle que tu joues dans une entreprise. Puis un jour, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va l'avoir, ce rôle-là. Donc, il t'appartient pas. Qui tu es, ça t'appartient. Mais le rôle que tu joues dans l'entreprise, c'est quelque chose qui appartient à l'entreprise. Et de savoir faire la distinction entre les deux, je trouve que c'est important pour rester en contact avec qui on est vraiment. Ah, c'est une belle image aussi. C'est un peu comme si tu joues dans une équipe de hockey puis tu es ailier droite pour le Canadien de Montréal. C'est le titre pendant que tu es ailier droite pour le Canadien de Montréal. Ouais. Puis là, tu deviens un joueur de hockey. Donc, dans la vraie vie, tu es un être humain qui occupe une fonction dans une entreprise, mais quand tu quittes l'entreprise, ben, cette fonction-là, elle ne te suit pas. Tu es un être humain à la recherche d'une prochaine fonction ou d'un prochain défi, mais tu n'es pas nécessairement encore VP opération dans telle ou telle entreprise. Tu n'es juste plus là. Alors, c'est une belle image, en tout cas une belle prise de conscience de ton identité, puis de bien se connaître et de ne pas s'afficher ou de s'identifier trop à la fonction ou au poste qu'on occupe, mais plutôt d'être bien conscient de ses valeurs et de ses forces et faiblesses à soi-même. C'est un des pièges que j'appelle de l'ambition, hein, Serge. Quand on commence, on est jeune, on est ambitieux. Souvent, on va accorder, je trouve, beaucoup trop d'importance. Puis ça fait partie, je pense, du processus au titre qu'il va avoir sur notre carte, ce qu'on va pouvoir dire aux autres. Hein. Derrière ça, je pense qu'on cherche beaucoup de reconnaissance. Ouais, d'approbation, validation. Oui, exactement. Tu es le fameux syndrome de l'imposteur en plus. Parce que souvent, quand tu obtiens ces titres-là que tu convoitais, quand tu le reçois, ben là, tu passes un bout de temps à essayer de vivre l'expectation ou l'attente que le titre crée à ton égard. Là, le directeur des opérations, ben là, tu veux que les gens pensent que tu es à la hauteur, et que là, tu fais attention à ce que tu dis, ce que tu penses, comment tu le fais. Alors, c'est effectivement toute une quête que celle de sa propre identité, de son acceptation.
Ah non, c'est un processus à maîtriser, comme tu le dis, le poste qu'on occupe, puis garder toujours son équipe un peu en apprentissage, mais aussi, tu parlais de hockey, Serge, puis je lisais pendant le temps des fêtes la biographie de Marc Messier, puis il y a une histoire qui est une portion du livre qui est fascinant. Marc Messier raconte, dans les années 80, c'était la dynastie des Highlanders de New York, puis il venait de perdre en finale la Coupe Stanley. Puis en sortant du vestiaire le soir, Marc Messier puis Wayne Gretzky, ensemble, ils ont passé devant le vestiaire des Highlanders de New York. Puis il dit, on a comme regardé à travers la porte qui était ouverte. Puis il dit, à notre grande surprise, il dit, ils prenaient toute une bière assis, mais il dit, il y avait toutes des sacs de glace partout sur le corps. Puis il dit, là, on a compris pourquoi qu'on avait perdu. Parce qu'il dit, eux autres s'étaient donné, il y avait pas mal plus mal que nous autres, on avait. Fait que, tu sais, quand tu as une équipe, puis que tu veux atteindre les plus hauts niveaux, il faut toujours que tu te rappelles que il va y avoir de la souffrance un peu dans ça. Il va y avoir de la mobilisation qui est nécessaire. C'est toujours plus facile d'aller chercher ta première position que de rester premier. Ça a été... Parlons-en d'équipe. Toi qui as géré, j'ai envie d'aller là avant d'aller dans la suite de ta carrière, mais de t'entendre parler justement de gestion d'équipe, les grands défis, tu avais quand même plusieurs centaines de personnes sous toi. Tu avais des gens à forte responsabilité aussi, là, des gens qui gèrent des concessionnaires au complet. C'est quand même, c'est pas rien. Là. Qu'est-ce que tu as appris de ce parcours-là, Patrice, comme gestionnaire d'équipe? Je dirais, Serge, la qualité des relations que tu as avec les gens, c'est fondamental à ton succès. Ça, pour moi, c'est... puis, pas juste ta garde rapprochée, à tous les niveaux. Donc, d'avoir dans ta routine du quotidien comme entrepreneur, comme chef d'entreprise, tu sais, moi, je dis toujours, garde tes matinées stratégiques, puis garde tes après-midi tactiques. Ça veut dire que le matin, conserve ce temps-là où ton intellect est alerte, ton attention est bonne, travaille sur tes activités stratégiques, travaille sur préparer tes séances de coaching, regarde tes états financiers, tu as combien de cash flow s'il arrive de quoi. Donc ça, j'appelle ça des activités stratégiques. Puis l'après-midi, va-t'en en foule. Promène-toi sur le terrain, va ramasser le papier par terre, va parler avec ton technicien qui vient de t'apprendre que son fils a manqué une semaine d'école parce qu'il était malade, va t'intéresser aux gens un par un. Et ça, quand tu es capable d'avoir un horaire, puis ça prend, tu n'arrives pas là demain matin, là, tu décides pas ça, mais que tu te diriges vers un horaire que j'appelle plus, moi, stratégique, tactique, ça produit des effets assez incroyables. Parce qu'écoute, on avait des concessions, Serge, qui étaient vraiment là. Une de nos concessions, pour reprendre les termes d'une émission qui est aux États-Unis, Honda l'appelait The Biggest Loser. OK? Donc, c'était la concession qui perdait le plus d'argent au Canada. Comment tu arrives dans ça, quand il y a une culture comme ça? Tu peux apprendre à être perdant, mais tu peux apprendre aussi à être gagnant. Le plus drôle, c'est que ça s'apprend. Tu peux être gagnant, puis apprendre à être perdant. Puis tu peux être perdant, puis apprendre à être gagnant. Gagner, c'est pas un objectif, c'est un processus, ça s'apprend. À porter une équipe à gagner la Coupe Stanley, puis on le voit dans plein de sports, Serge, on le voit en Formule 1 beaucoup, des équipes qui apprennent à gagner. C'est dur la route vers la victoire. Fait que tes équipes, là, faut qu'elles soient mobilisées. Faut qu'il y ait des indicateurs de performance, que ça soit ça clair, qu'il y en ait très peu, comme je le disais, puis qu'il soit compris par les gens. Puis il faut que la personne qui est en bas puisse te l'expliquer. S'il n'est pas capable de te l'expliquer, c'est parce que c'est trop compliqué. Plus tu peux amener ça à un dénominateur simple, plus tu vas mobiliser tes troupes. Après ça, c'est de la communication, puis c'est... D'où là, Serge, vient mon côté quand je disais l'empathie. L'empathie, pour moi, c'est l'humilité de dire après-midi, je vais aller me promener sur le terrain. Après-midi, je vais aller jaser un petit peu avec la réceptionniste. Après-midi, je vais aller jaser un peu avec tel vendeur. C'est ça. Pour bien des gens, ben là, écoute, j'ai d'autres choses à faire, j'ai des téléphones. Non. Téléphone, c'est l'agenda de tout le monde, sauf le tien, ta boîte de courriel aussi. Va t'intéresser à tes gens davantage. Va les comprendre. Puis, tu découvres un paquet de problèmes aussi dans ta business quand tu parles aux gens qui sont frontline. Ah ouais,
quand tu es en haut, souvent, c'est que moi, j'ai une bonne compréhension de ce que ça prend. Mais rentre-moi dans n'importe quel concessionnaire, je vais être capable en 2-3 heures de te faire un diagnostic. Mais je comprends pas vraiment les problèmes que vivent les gens frontline parce que j'y ai pas été. Exact. Fait que je vais avoir une vision financière de l'entreprise. Je vais être capable tout de suite de diriger mon attention dans certains départements. Je vais être capable d'avoir des impacts avec des décisions que je peux prendre. Mais tant que j'irai pas en avant pour comprendre ce que les vendeurs font quand ils parlent aux clients, puis comment est-ce qu'ils vivent du stress parce qu'il n'y a pas d'auto présentement sur le terrain. Puis les clients rentrent, puis ça fait 3 concessionnaires qui font, puis ils ont l'impression de se faire compter, se faire remplir comme une valise, comme on dit. Tant que tu n'as pas été là, puis tu ne l'as pas entendu du client, c'est pas vrai que tu comprends ce que ton équipe fait. Fait que d'être capable de toujours garder un peu cette calibration-là entre ton habilité à bien choisir tes plages de temps où tu es très stratégique. Tu as compris que c'est quoi tes needle movers, comme on dit, qu'est-ce qui fait bouger ton aiguille des résultats, puis tu en fais beaucoup de ça le matin, puis l'après-midi, tu te concentres sur ton équipe. Sincèrement, si j'avais une recette qui est quand même pas mal universelle dans bien des industries, je dirais, essaye ça. Essaye-les, voir pour un mois. On se reparle dans un mois. D'après moi, tu vas découvrir des choses que tu n'étais pas du tout au courant qu'il y avait dans ton entreprise. Des problèmes que tu pensais jamais que ça pouvait exister dans ta business. Dis-moi, est-ce que cette vision stratégique, tactique, c'est cette vision que tu as appris aux affaires ou dans la business qui t'a permis de t'intéresser aux militaires? Parce que je sais que tu as un volet militaire aussi dans ta carrière. Là. Donc, est-ce que tu t'es ramassé dans un escadron parce que tu avais des trucs que tu as appris des affaires que tu as amenés dans le militaire ou c'est l'inverse? C'est le militaire qui t'a appris certaines disciplines, les vocabulaires, stratégies, tactiques et tout ça pour ramener ça dans un... Ouais. Ça, là, qui a nourri quoi, là? Je dirais, Serge, un peu... c'est drôle, le militaire, parce que quand j'ai fini mon secondaire 5, j'avais appliqué à l'époque pour être pilote de chasseur et j'ai pas été accepté, j'ai pas passé mon examen, j'étais trop nerveux. Puis, la vie, des fois, fait bien des choses. Hein? En 2016, j'ai été approché pour être colonel honoraire. Il y a 61 colonels honoraires au Canada, donc ils prennent des gens du privé. Puis on devient, si on veut, des militaires. On a accès à toutes les formations. On embarque, on peut aller dans des missions, on va dans des exercices. Donc, on a accès à tout ce qui touche le militaire. Puis, on donne aussi notre point de vue. Donc, on travaille avec les équipes de jeunes officiers. On travaille l'esprit de corps. On donne notre point de vue sur des opérations. Donc, ça fait un beau mélange. Si tu veux, j'ai pu transférer si on peut dire, une partie de ce que j'ai appris beaucoup chez Toyota principalement, qui est probablement le meilleur manufacturier sur la planète, là, pas en termes de choix de véhicules pour le consommateur, mais en termes d'organisation. Puis le côté militaire, quand on peut avoir le côté créatif de l'entrepreneur, puis la discipline du militaire, puis qu'on met ça ensemble avec une bonne discipline opérationnelle, mais qu'on demeure à l'écoute, qu'on demeure créatif, toujours en mode solution, ça fait une recette ça peut faire une belle bombe, ça, là, sans faire de jeu de mots. Hey, écoute, je vois le temps passer. On n'a toujours pas parlé de ce que Patrice fait maintenant quand il a décidé de faire le grand saut. Alors, parle-nous un peu de ça. Là. On comprend un peu ce qui t'a motivé, mais j'aimerais ça peut-être aller un petit peu plus loin dans cette motivation de faire autre chose et le choix de cette nouvelle carrière et comment ça se dessine, où est-ce que ça s'en va. Parle-moi de ça un peu. Là. Alors, on commence avec d'abord, pourquoi tu as décidé de changer et qu'est-ce qui t'a motivé à faire le grand saut? Je me suis rendu compte, Serge, que là où j'étais le meilleur et ce que j'aimais le plus, c'était prendre mes ressources puis le faire réaliser qu'il y avait un super pouvoir puis l'amener au prochain niveau. Et je pense que ça, en toute humilité, je pense que je l'ai vraiment bien réussi. Puis, j'ai eu le désir, avec les médias sociaux aujourd'hui, puis ce que ça nous permet de faire, je me suis dit, j'aimerais ça avoir ma business. D'un, parce que ça me permet d'avoir ce que j'appelle un business lifestyle. J'adore voyager, comme tu le sais depuis le début. Donc aujourd'hui, j'opère ma business qui s'appelle 48 heures par jour. J'ai appelé ça comme ça, l'image de 48 heures par jour, pas parce que tu travailles 2 fois plus fort par jour, parce que tu es capable, avec une meilleure organisation, d'avoir 2 fois plus d'impact à chaque jour. Donc, j'accompagne des leaders de toutes les industries. Écoute, j'ai de la clientèle dans l'optique,
dans l'assurance, dans l'automobile, j'ai encore une grosse clientèle, évidemment, dans la vente. Donc, j'adore ça parce que ça me stimule beaucoup en informatique aussi. J'ai quand même une bonne clientèle dans ça. Donc, j'accompagne des chefs d'entreprise, des leaders de tous les niveaux, de toutes les professions, à travers un groupe qui s'appelle l'Académie de la productivité. Ça, c'est la portion, si on peut dire, grand public. Et dans ça, ben, j'ai différents produits, là, des petits groupes mastermind exclusifs de leaders qui veulent vraiment travailler de façon très personnalisée. Donc, je fais un peu le même travail qu'avant. Je l'ai juste étendu, grâce aux médias sociaux, à différentes industries, en étant à l'écoute de leurs besoins, puis en les accompagnant à travers ça. Ben, dis-moi, ce saut-là, quand je t'écoute, ça m'apparaît relativement accessible. Alors, comment ça se fait que Patrice a eu du succès en faisant ce saut-là? C'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui peuvent dire, eh bien, regarde, demain matin, moi aussi, je vais faire le saut, je vais partir à mon compte, je vais me partir à une académie, des cours en ligne, puis un mastermind à qui je vais demander 10 000 par année par personne, m'en mettre 20 dans le cours, bingo, j'ai 200 000 de revenus, puis je vais pouvoir cruiser la vague là, de l'indépendance financière et tout ça. Mais comment on arrive d'être gestionnaire d'une boîte à entrepreneur dans ce segment-là là, de business, le même pattern de business que toi, mais d'avoir du succès? Parce que Patrice, là, on va se le dire, c'est pas simple de faire ça. C'est facile quand je t'écoute, mais dans la réalité, je connais plein de monde qui ont essayé et qui ils grindent encore, là, ils grattent encore. Là. Absolument. Je pense que c'est comme je le disais tantôt, Serge, je pense que réussir une business en ligne, c'est aussi un processus. C'est quoi les activités stratégiques que tu dois répéter à toutes les semaines qui vont t'apporter le succès dans 2 ans, dans 3 ans? Donc, si tu pars ça en ayant acheté le rêve que dans 2 ans, tu vas être millionnaire, ben, t'es mal parti, t'es pas sur les bonnes bases. Qu'est-ce que tu apportes au marché? Première des choses, c'est quoi ton expertise? Puis, est-ce que tu es prêt à te commettre? Parce que ça demande, il faut que tu sois une machine, sincèrement, Serge, quand tu veux réussir en ligne, il faut que tu sois une machine à développer du contenu et que tu sois là tout le temps, et que ton contenu soit pertinent. Si ton contenu est pertinent, tu as une expertise, tu as une crédibilité, ben après, il faut aussi que tu développes tes techniques de vente. Donc, comment est-ce que tu vas développer tes techniques d'influence pour que les gens disent, sais-tu quoi, je veux travailler avec Pat. Je ne sais pas ce gars-là, ce qu'il dit, ça me rejoint. J'ai l'impression qu'il va pouvoir m'aider. C'est ça, des techniques d'influence aussi. Mais si tu as juste des techniques d'influence, mais ton contenant, il est vide, parce qu'il n'y a pas grand-chose en arrière, puis tu as juste travaillé ça, ben, tu ne réussiras pas non plus. Fait que c'est un équilibre de plusieurs éléments. Puis après ça, c'est tu grind, hustle, comme dirait Gary Vaynerchuk. Faut pas que tu lâches. Tout le temps, même dans tes périodes de doute. Il y en a beaucoup. J'en ai vécu beaucoup. Quand j'ai commencé, je faisais des Facebook Live. J'avais 2 personnes qui m'écoutaient. J'étais habitué quand je parlais. J'avais tous mes employés qui m'écoutaient puis qui étaient là. Là, tu parles à une caméra. Tu parles pas du monde, là. Tu parles à une caméra. Fait que c'est toute une autre école. Moi, ça me stimulait énormément. D'un, je m'intéressais à cette industrie-là, Serge, depuis quand même plusieurs années. L'autre chose, dans l'automobile, le véhicule d'occasion, ça fait des années qu'on le vendait en ligne, beaucoup plus que le véhicule neuf. Donc, j'ai eu la chance de raffiner un peu nos techniques, comment est-ce qu'on augmente notre reach organique, qu'est-ce qui est bon dans le trafic payant également. Donc, j'avais quand même une base de ce côté-là. Mais je dirais la pertinence et la constance, c'est les 2 mots. Il faut que tu sois pertinent et il faut que tu sois là régulièrement. Et ce domaine ou cette approche particulière aux affaires, donc vendre du contenu en ligne, vendre de son expertise en ligne et tout ça, tu as appris ça comment? C'est-à-dire, par où on commence? Là? Parce que là, je sais que chez Alias, là, dans le membership d'Alias, il y a des centaines de gens qui convoitent une telle carrière, mais la plupart ne savent pas par où partir, par où commencer. C'est quoi les bonnes lignes de pensée, les bons influenceurs, les bons enseignants? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à eux, là, appuyer sur ton propre parcours personnel? Ben, je pense que Martin Latulippe, écoute, ça fait 10 ans. Martin, c'est certainement un qui, sinon, la référence dans la francophonie mondiale avec son académie qui appelle l'Académie Zéro Limite. Moi, Martin, je le connais depuis des années. Il a un succès fou. Hein, il fait des millions, Martin, en ligne.
à aider les gens à partir leur business en ligne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut être vigilant aussi parce qu'on achète facilement le rêve et c'est de plus en plus difficile de se partir en ligne. Il ne faut pas se leurrer, là. Il y a de plus en plus de bruit. L'attention des gens est de plus en plus courte. C'est d'ailleurs un gros défi dans notre productivité personnelle, hein, la bande passante des gens est très, très, très réduite. Donc, comment tu fais pour te démarquer? Comment tu fais pour garder ton mindset positif? Ça aussi, il faut que tu y penses comme il faut avant de te lancer. Ouais, j'avais envie d'ajouter quelque chose que dans une entrevue que j'ai fait récemment avec Alexandre Champagne, il parlait de son succès sur les réseaux sociaux, puis il me faisait prendre conscience quelque chose de fondamental aussi, mais les réseaux sociaux évoluent à une vitesse grand V, là, V au carré ou V au cube. Là, alors, ça fait que ce qui était vrai il y a 4, 5, 6 ans, 8 ans pour Martin Latulippe, par exemple, est moins vrai aujourd'hui pour un nouveau Martin Latulippe, parce que Martin, pour le prendre lui en exemple, quand il est rentré dans ce marché-là, ils étaient une poignée. Aujourd'hui, ils sont des centaines de milliers. Alors, toi, tu as fait référence au bruit, mais c'est un peu ça. Si tu rentres dans un club et tu es là à 8 heures quand le party n'a pas commencé, ben, tu vois tout le monde rentrer, tu as le temps de prendre contact avec tout le monde, d'établir tes relations avant que le club se remplisse. Mais quand tu arrives à 2 heures ou à 1h30 du matin, le club est bien plein, tout le monde danse, puis le party est pogné, difficile de te faire remarquer dans une telle ambiance. C'est un peu le phénomène du marketing de contenu ou du contenu qu'on essaie de vendre en ligne aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de gens, là. Il y a beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de médiums. Il y a Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Moi, je crois, Serge, que pendant des années, là, depuis 7-8 ans, on enseigne aux gens de plus en plus, il faut que tu sois présent partout. Fais-toi un podcast, enregistre-le en vidéo, distribue ça partout, fais-toi ci, fais-toi ça. Moi, je pense, puis écoute, c'est juste ma pensée à moi, prends le médium avec lequel tu as le plus d'affinité, là, puis vas-y en profondeur dedans. Puis assure-toi d'être pertinent, puis laisse faire le reste. Coupe-toi du bruit du reste. Ça va faire de toi, quelqu'un qui va être beaucoup plus présent dans un médium quelconque, celui que tu auras choisi. Tu vas devenir meilleur plus vite. Puis fais attention de ne pas tomber dans, tu sais, que là, tu vas être partout tout le temps. Fait que finalement, tu es dilué un peu. Tu es moins pertinent parce que tu essayes de prendre le même contenu puis d'en mettre une petite goutte partout. Ça ne fait pas un contenu qui est pertinent. Parce que tu ne parles pas sur YouTube comme tu le fais sur Instagram ou sur TikTok. Tu sais, aujourd'hui, c'est vite. Hein? Les jeunes, c'est du 30 secondes, 60 secondes. Mais il y a des gens qui font des millions à faire des vidéos de 10 minutes, puis qui en font un par mois. Donc, il n'y a pas... Prends-toi ce que tu aimes vraiment, où tu es le plus fort, puis où tu es pertinent, puis vas-y en profondeur. Puis éloigne-toi là, du bruit, puis lâche pas. Travaille fort. Garde ton mindset solide. Lis les bons livres. Entoure-toi des bonnes personnes. Des gens qui vont te tirer par en haut, pas ceux qui vont te tirer par en bas. Tu sais, qui vont te dire, es-tu sûr de ce que tu fais? Tu sais? C'est tous des bons conseils parce que, tu sais, en fait, ça ramène la base du focus, la base de la concentration. Mais il y a aussi tu sais, j'ai envie de te le dire encore, là, mais je trouve qu'il y a des choses qui évoluent et qui changent énormément la dynamique de concurrence. Je pense, par exemple, à mon compte Instagram. On en parle juste pour le fun, là, mais tu sais, Serge Beauchemin sur Instagram, c'était mon compte. Moi, je suis un passionné de photos, comme toi d'ailleurs. On n'en parlera pas tôt aujourd'hui, c'est pas le propos, là, mais on est tous les deux des maniaques de photographie. Alors moi, Instagram, c'est une place pour aller montrer mes photos au début. Tu sais. Puis là, ben, je suis devenu dragon à la télé. Ben là, il y a un paquet de gens qui m'ont ajouté comme ami sur Instagram pour voir la vie de Serge, le dragon. Ils se sont probablement butés à une certaine frustration. Ils n'ont pas vu grand-chose de ma vie autre qu'un paquet de photos que je fais un peu partout dans mes journées. Mais bref, moi, je te dis ça, comme utilisateur d'Instagram, il y a eu une montée naturelle. C'est-à-dire, je suis parti de 1000, 2000, 3000, 4000, même qu'à un moment donné, et je le fais encore, là, à tous les 1000 utilisateurs, je faisais un post, puis j'entourais le nombre de 1000, puis ça me permettait, moi, de mettre une marque dans le temps pour voir combien de temps ça me prenait pour avoir 1000 likes ou followers et plus. Ouais. Je peux te garantir que depuis 1 an et demi, là, c'est une catastrophe. Parce que je suis jamais à 10 100 utilisateurs. J'en perds 3 par semaine, j'en fais 5 par semaine. Il en manque 2 par semaine en moyenne, 3. C'est une catastrophe. Tu sais. Si je devais vivre d'Instagram aujourd'hui, je serais désemparé de qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui
pour augmenter mon auditoire et du coup augmenter ma visibilité et vendre plus de produits. Alors, ce que je veux dire, c'est que sans que j'aie rien changé dans mon comportement, le monde Instagram, l'algorithme Instagram est venu décider aussi de comment je devais publier mon contenu, de comment je devais interagir sur cette plateforme-là. Et ça, c'est vrai pour Instagram, mais c'est vrai pour Facebook, c'est vrai pour LinkedIn, c'est vrai pour YouTube, pour TikTok et toutes les autres. Alors, ça devient extrêmement difficile aujourd'hui d'appliquer ce qu'on appliquait il y a 5 ans ou même 3 ans, puis prédire un succès, parce qu'en date d'aujourd'hui, les algorithmes sont en train de changer. Toi et moi, on ne sait peut-être pas, mais demain matin, l'algorithme d'Instagram change ou de Facebook change. Puis tout ça, ça a profondément des impacts sur comment on fait des affaires dans ces médias-là. Et c'est ça que je voulais savoir. Toi, comment tu t'adaptes? Parce que c'est ta business, toi, là, d'être au courant de quelque part, d'avoir une certaine présence dans les médias sociaux, parce que c'est là-dessus que tu vis. Comment tu fais pour t'adapter à ces changements-là, puis stick to your strategy en disant, moi, Serge, c'est Facebook, je ne sais pas c'est quoi ta plateforme, là, puis tu dis, c'est Facebook, c'est celle-là que je domine, puis là, je laisse faire les autres. Ouais, mais Facebook change à tout bout de champ. Alors, comment tu fais pour faire ça? Oui, tu as entièrement raison, Serge, puis il y a quand même des stratégies pour être moins dépendant aussi de ces changements-là. Mais en même temps, quand tu maîtrises plus un médium qu'un autre, aussi, tu évolues toi aussi dans ton approche avec l'algorithme. Mais une chose demeure toujours, la plupart des plateformes récompensent la pertinence, particulièrement YouTube. YouTube, c'est probablement l'algorithme qui a le plus d'emphase sur la pertinence. Plus tu es pertinent, plus tu es récompensé de façon organique. Fait que quand tu pars de ce principe-là, tout dépendant de ce que tu vends, là, si tu vends un bien qui est beau, ben c'est sûr que le vidéo ou la photo, Instagram, c'est peut-être tes plateformes, mais tout dépendant de ce que tu vends. Moi, je vends un service. Je vends pas un produit, je vends un planificateur qui est un produit. Mais donc, j'ai commencé comment? En faisant des lives sur Facebook. Puis en faisant des lives, puis en étant là tous les vendredis à midi. Hein? Donc, j'ai créé comme une habitude pour les gens de venir dîner avec moi le vendredi. Puis, je faisais quoi? Je montais des mini-formations. Donc, c'était comme ça. Quand j'ai lancé un produit payant, j'avais déjà une audience captive. Les groupes privés, quand tu as un groupe privé sur Facebook qui est en dehors du public, là aussi, tu te protèges de l'algorithme. Parce que dans le groupe privé, tu ne peux pas partager tes posts à l'extérieur. Donc, quand tu gardes ton groupe privé très actif, tu peux avoir un très, très beau succès. Et là, tu ne cours plus après les quantités puis les chiffres. Tu n'as pas besoin d'en avoir 100 000. Hein. Tu peux avoir 1000 personnes dans ton groupe privé puis gagner très, très bien ta vie. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une tonne de clients non plus, mais tu as besoin d'avoir les bons. Les bons qui vont tomber en amour avec toi. Pourquoi? Parce que tu changes leur vie, parce que tu as un impact, parce que tu es pertinent, parce que tu as des solutions à lui donner. Puis le reste, faut que tu laisses le temps faire son œuvre aussi. Patrice t'a parlé de 48 heures tantôt. Je vois le temps qui passe. Là. Ça fait déjà 55 minutes. Là. Il ne reste plus grand temps, mon Dieu. On a trop parlé d'autres choses. Mais bref, on se réinvitera. Je te réinviterai plus tôt et on poursuivra sur une autre tangente la prochaine fois. Mais avant de nous quitter, avant qu'on se quitte, parle-moi un peu de ce 48 heures-là. Ça m'a intrigué un peu. Là, mais tu dis 48 heures, c'est d'en faire comme 2 fois plus dans le même temps. Parle-moi-en un peu. 48 heures par jour, écoute, moi je crois beaucoup, Serge, comme un peu comme je l'ai dit, stratégique, tactique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne te lances jamais dans une journée sans l'avoir préparé. De façon concrète, ça veut dire quoi? C'est quoi tes 3 objectifs cette semaine? On est lundi, aujourd'hui, as-tu identifié 3 choses, 3 grosses roches que tu veux bouger cette semaine? C'est quoi exactement? C'est quoi ton top 3 de la semaine? Maintenant, si tu prends cette approche-là du top 3 que moi j'applique pour l'année, pour le trimestre, pour le mois, pour la semaine, puis pour la journée. Ce qu'on appelle le principe de l'alignement. Fait que quand tu as de la clarté sur où tu t'en vas, en général, ça facilite ta prise de décision à tous les jours. Parce que l'objectif, c'est de savoir sur quoi procrastiner. Ça fait drôle à dire, mais on vit dans une société où tout va vite, on est éparpillé partout, on a une tonne de projets en marche, très peu qui sont finis. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de réduire ça à son expression la plus simple. C'est quoi les 3 choses qui doivent bouger cette année? On est le 19 septembre aujourd'hui. D'ici au 31 décembre, c'est quoi mes 3 grosses priorités? Parfait. En sachant que le 31 décembre, je vais être là, comment je vais bâtir ma semaine? Et est-ce que c'est vraiment stratégique, les choix que j'ai faits? Oui, parfait. Tu es sur la bonne track. Si tu es en lien avec tes valeurs,
Oui, parfait, tu es encore plus sur ton X. Tu n'es pas sur ton Y. Là. Le Y, c'est à côté du X. Là, tu es sur ton X. Donc, c'est de bâtir ce que j'appelle, mais avoir beaucoup plus d'intention, d'être intentionnel dans ses choix et savoir se mettre des œillères, savoir sur quoi procrastiner. Passer beaucoup moins de temps sur votre boîte de courriel. Planifier 20 minutes, 3 fois par jour. J'appelle ça 3-2-1. Hein? 3 fois par jour, 3 blocs de 21 minutes par jour. Matin, avant midi ou début d'après-midi, fin de journée. Si tu passes plus qu'1 heure par jour dans ta boîte de courriel, tu donnes ton temps à tout le monde, sauf à toi. C'est de savoir que dans ta boîte de courriel, c'est rarement stratégique, c'est davantage tactique. Donc, c'est quoi tes activités stratégiques? D'être intentionnel, avoir de la clarté sur sa destination. Stephen Covey disait il y a bien des années, « Begin with the end in mind ». C'est pas un principe que j'ai inventé, là. Il date de plusieurs décennies. Ouais. Écoute, c'est très intéressant. C'est clair que je vais aller me renseigner davantage sur ça, cette méthode-là, sur ce que tu fais. Je te remercie beaucoup, Patrice, d'avoir pris 1 heure avec nous aujourd'hui, sachant que ton temps est une denrée que tu gères et que tu planifies, tout ça. Alors, évidemment, je sais que tu l'avais planifié, mais je sais aussi que tu nous l'as accordé, tu nous l'as donné généreusement. Alors, pour ça, je te suis très reconnaissant et je suis convaincu que les gens aujourd'hui auront trouvé à travers ton parcours, ton histoire, des sources d'inspiration, des sources de leçons aussi, des apprentissages, hein, la discipline, le rôle de la discipline, le rôle de la rigueur, de la persévérance, le rôle des relations, la qualité des relations humaines avec les autres, la mobilisation. Bref, beaucoup de thématiques qui sont très chères aux entrepreneurs qui ont été abordées pendant cette heure-là. Alors, si vous avez aimé le contenu, je le fais à toutes les fins de nos grandes discussions, mais si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, je vous en prie, prenez quelques instants pour aller partager un commentaire à cet égard sur les réseaux sociaux. On vient d'en parler. Alias Entrepreneur existe parce qu'on a un auditoire. Alors, quand vous allez de façon dynamique commenter les contenus d'Alias, ben, ça permet à l'auditoire de s'agrandir, d'être sollicité par les réseaux sociaux. Et du coup, ben, nous, ça nous permet de solliciter nos commanditaires. Alors, un grand merci de prendre quelques instants pour aller remercier Patrice et Serge, hein, moi-même en même temps, et toute l'équipe d'Alias pour le contenu qu'on vous a présenté aujourd'hui. Faites des likes et commentez, ultra important. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Si vous l'écoutez sur podcast, abonnez-vous à la chaîne Alias. Si vous l'écoutez sur YouTube, abonnez-vous à YouTube. Bref, on a besoin de votre soutien pour continuer à exister. Encore une fois, Patrice, un grand merci. On va aller se renseigner sur ton programme et ce que tu fais. Et on va certainement te réinviter dans le futur des prochaines activités d'Alias Entrepreneur, sûrement en présentiel d'ailleurs. On en a d'autres qui s'en viennent pour les prochaines semaines. Alors, on sera certainement proche de toi. Un grand merci, Patrice. Merci beaucoup, Serge, à toi et ton équipe. Puis félicitations pour tout ce que vous faites pour la communauté d'entrepreneurs du Québec. C'est vraiment chapeau. Ben, grand merci. Tu y contribues également à ta façon. Merci beaucoup, Patrice. Quant à vous, ben, si vous avez aimé ça, revenez-nous à la prochaine grande discussion pour entrepreneurs. Ici Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.